Au printemps de 1945, la bataille d'Iwo Jima faisait rage entre les Marines et la marine américaine et l'armée impériale japonaise. Chargés de capturer l'île japonaise et ses aérodromes, les États-Unis ont lancé une offensive de 5 semaines qui est finalement devenue l'un des conflits les plus sanglants de la guerre du Pacifique, entraînant la mort de près de 7000 soldats américains et jusqu'à 18 375 soldats japonais. Bien que les États-Unis aient finalement réussi, l'affrontement entre les deux pays n'a pas été sans controverse. Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous examinons la bataille d'Iwo Jima. Bienvenue dans Guerre du Monde. Iwo Jima, la petite île volcanique située à environ 745 miles au sud de Tokyo, fut le résultat de nombreuses querelles entre les commandants des différentes forces militaires américaines. L'amiral Chester Nimitz, commandant des zones de l'océan Pacifique, a finalement suggéré que les États-Unis prennent la petite île, proposant qu'elle serve de prélude à une attaque beaucoup plus importante sur l'île d'Okinawa, une bataille que la marine était apparemment très désireuse de mener. Une attaque contre Okinawa faisait partie de la stratégie de saut d'île des Alliés, où ils envahissaient une île en prenant le contrôle et y installaient une base militaire avant de lancer une attaque sur une autre île, tout en progressant vers Tokyo. Iwo Jima se trouvait sur la route la plus directe entre le Japon et les îles Mariannes que les forces américaines venaient de s'emparer. Le général Henry Arnold de les États-Unis Army Air Force a soutenu l'idée d'attaquer Iwo Jima, affirmant que la base aérienne là-bas pourrait soutenir sa formation de bombardiers, connue sous le nom de XX Bomber Command, et qu'éliminer les forces japonaises permettrait de supprimer les avions de chasse qui interceptaient les assauts américains. Iwo Jima a ensuite été décrite comme étant parfaitement adaptée comme base de chasseurs pour soutenir les bombardiers à long rayon d'action. Cet argument a rapidement convaincu les chefs d'état-major interarmés à Washington, bien qu'Okinawa ait été considéré comme la cible principale le 2 octobre, les commandants et les responsables pensant que le conflit sur Iwo Jima serait bref et causerait peu de pertes. Le 7 octobre, le plan pour capturer Iwo Jima fut nommé Opération Détachement et un plan préliminaire fut établi. L'objectif principal du conflit était de maintenir la pression sur les Japonais et d'étendre le contrôle américain à travers le Pacifique occidental, tandis que les objectifs de l'opération étaient de réduire ou d'éliminer la force navale et aérienne sur Iwo Jima et les îles Bonin, ainsi que de capturer, occuper et défendre Iwo Jima, qui deviendrait par la suite une base aérienne américaine. L'opération Détachement a ensuite été décrite comme, je cite, « l'assaut amphibie le plus classique de l'histoire enregistrée », fin de citation. Et en raison de son importance, seuls des hommes, s'étant distingués lors de batailles précédentes, furent choisis pour commander les différentes forces impliquées. L'un de ces commandants était l'amiral Raymond Spruance, qui avait participé à la précédente bataille de la mer des Philippines, qui eut lieu en juin 1944. Spruance avait une réputation exceptionnellement bonne parmi ses pairs, étant reconnu pour garder la tête froide en situation de crise. On le surnommait « cerveau électrique » pour son tempérament calme et il est considéré comme l'un des plus grands amiraux de l'histoire des États-Unis. La première étape du plan consistait à faire débarquer les membres des 4e et 5e divisions de Marines sur les plages de l'Est, tandis que la 3e division de Marines débarquerait sur les mêmes plages pour apporter un soutien ou assurer la défense selon les besoins. Les troupes devaient ensuite avancer en direction du nord-est afin de prendre le contrôle de toute l'île, tandis que certains membres de la 5e division de Marines seraient envoyés capturer le mont Suribachi au sud. De plus, les Landing Vehicle Tracked Amtrak, véhicules de débarquement chenillés, devaient aussi atteindre la plage. Ces véhicules amphibies ressemblaient à des chars et pouvaient transporter 18 soldats ou 2150 kg de matériel. Pendant la bataille d'Iwo Jima, ils devaient avancer jusqu'à un certain point et utiliser leurs armes d'artillerie et leurs mitrailleuses pour maintenir l'ennemi à distance et le clouer au sol afin de protéger les troupes à pied qui tentèrent d'avancer. Pendant ce temps, en juin 1944, le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi a accepté la tâche de commander la défense d'Iwo Jima. Il était considéré comme l'un des meilleurs commandants de terrain de tout l'empire japonais. À cette époque, les Japonais étaient conscients que leur défense des îles avait été gravement affaiblie en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, la flotte combinée de la marine impériale japonaise avait perdu beaucoup de puissance lors des affrontements antérieurs.
De plus, ils avaient perdu beaucoup d'avions et la production de nouveaux appareils était entravée par les attaques aériennes américaines. De plus, leurs avions avaient une autonomie limitée à 560 miles, insuffisante pour défendre les îles. Même avec un rayon d'action supérieur, ces appareils étaient hors requis pour protéger les îles principales du Japon. À cela s'ajoutait le fait qu'il y avait une pénurie de pilotes expérimentés, car beaucoup étaient de morts lors des batailles précédentes pendant la guerre. Pourtant, Kuribayashi espérait infliger de lourds dégâts aux Américains et choisit finalement de ne pas suivre le protocole de défense japonais habituel. Au lieu d'installer des défenses sur la plage, qui auraient combattu directement les troupes américaines lors du débarquement, il choisit d'adopter une stratégie militaire connue sous le nom de défense en profondeur, qui visait à retarder l'avancée des troupes ennemies plutôt qu'à l'empêcher complètement. Cette approche repose sur la tendance d'une attaque à perdre de son élan avec le temps ou sur le fait que les forces attaquantes se dispersent. En réponse, des contre-attaques de défensives pouvaient être lancées, la défense ciblant particulièrement les points faibles de l'ennemi. Le but ultime d'une telle stratégie est d'épuiser l'ennemi ou de le pousser à la retraite. Il est à noter que l'île offrait naturellement de bonnes couvertures et résistance pour la défense. Le volcan endormi était un emplacement idéal pour des armes d'artillerie dissimulées et les ravins escarpés ainsi que les gorges abruptes rendaient le terrain difficile à traverser. Sachant que l'île devrait être renforcée si elle devait être tenue, Kuribayashi s'est mis à préparer Iwo Jima pour une attaque. De grandes quantités de matériaux, d'hommes et d'autres ressources furent envoyés sur l'île et tous les civils évacués. Des chars blindés furent amenés pour être utilisés comme position d'artillerie statique et Kuribayashi ordonna la construction d'un vaste réseau de tunnels et de bunkers sous l'île. La découverte de cendres volcaniques sur l'île permit de fabriquer un béton d'excellente qualité, facilitant la construction de défenses, y compris des blockhaus et autres, bien meilleures que celles utilisées auparavant. Une première attaque des États-Unis à l'été 1944 n'eut pour seul effet que de pousser l'armée japonaise à se retrancher sous terre. Une grande partie de la seconde moitié de 1944 fut consacrée à la construction de ces espaces souterrains, les ingénieurs des mines élaborant des plans pour protéger les tunnels et assurer une bonne ventilation. Finalement, 25% de la garnison fut chargée d'aider à la construction des tunnels et des grottes. Des petites chambres pour quelques hommes et de plus grandes pour 300 à 400 hommes furent creusées. Beaucoup étaient approvisionnés en nourriture, munitions et autres fournitures pour tenir environ 3 mois. Pour éviter de piéger quiconque, de nombreuses entrées, sorties, escaliers et passages de connexion furent également construits. Bien que les Japonais aient eu l'intention de créer un immense passage souterrain reliant toutes les installations de défense importantes, ils n'ont pas pu le terminer à temps. Néanmoins, ils ont réussi à construire environ 17 km de tunnels en février 1945. En plus de creuser ces tunnels et bunkers, les Japonais ont également dissimulé des centaines d'armes d'artillerie camouflées et de mitrailleuses autour de l'île et installé des nids de snipers. Malgré une bonne préparation, des problèmes d'approvisionnement ont entravé la défense du Japon. Les troupes ne recevaient que 60% des munitions nécessaires pour un seul engagement et les réserves de nourriture ne dureraient que quelques mois. À partir du 15 juin 1944, la marine américaine et les forces aériennes de l'armée ont commencé à bombarder les côtes d'Iwo Jima à l'aide d'attaques d'artillerie navale et de bombardements aériens. Ces attaques allaient se durer 9 mois, ce qui est considéré comme les bombardements préliminaires les plus longs et les plus difficiles de la guerre du Pacifique. Beaucoup des soldats américains ayant participé à ces assauts en ont vite conclu qu'ils avaient déployé assez de forces pour tuer la grande majorité des soldats japonais. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que ces mêmes soldats étaient retranchés dans les tunnels et les chambres construites sous l'île. Le 8 décembre, les États-Unis ont largué 800 tonnes de bombes sur Iwo Jima, mais cette attaque a eu peu d'effet sur les défenses japonaises. Moins d'un mois plus tard, le 1er janvier, les États-Unis ont bombardé le premier aérodrome, mais des troupes ont été immédiatement envoyées par Kuribayashi et l'aérodrome était de nouveau opérationnel en seulement 12 heures. Avant la bataille, les commandants américains étaient encore en désaccord entre eux. Cette fois, il y avait des désaccords entre le contre-amiral William Blandy et le major-général Harry Schmidt concernant la durée du bombardement préalable au débarquement qu'ils prévoyaient d'effectuer.
Schmidt, commandant de la force de débarquement des Marines, demanda qu'une attaque de 10 jours ait lieu, mais Blandy, le commandant de la force de soutien amphibie, pensait qu'une attaque aussi longue ne lui laisserait pas assez de temps pour recharger les armes de ses navires avant que les Marines ne débarquent, et il refusa donc cette demande. Schmidt réduisit ensuite le nombre de jours de 10 à 9 et Blandy refusa de nouveau. Il croyait que 3 jours de bombardement suffiraient, laissant à lui et son équipage le temps de se réapprovisionner. À un certain moment, il a été suggéré d'utiliser des obus à gaz toxiques pour permettre une victoire plus facile aux forces américaines, mais le président Franklin D. Roosevelt a refusé d'autoriser l'utilisation de telles armes. En février 1945, les navires de guerre américains utilisés pour le bombardement se sont vus attribuer chacun une zone de l'île à attaquer, ne laissant aucune zone à l'abri des tirs d'artillerie. Chaque navire a tiré pendant environ 6 heures d'affilée, avant de s'arrêter un certain temps. Les mauvaises conditions et conditions météo des jours précédant le débarquement rendaient difficile pour les commandants de juger l'efficacité de leur bombardement. Le 17 février, 2 jours avant le début de la bataille, les États-Unis ont perdu 17 soldats lorsque le United States Ship Pensacola a été touché 6 fois par l'artillerie japonaise, les prenant complètement par surprise et prouvant que le placement des armes japonaises était très efficace. De même, peu de temps après, 12 petites embarcations ont été touchées par des tirs japonais alors qu'elles tentaient de déployer une équipe de démolition sous-marine. Alors que le destroyer United States Ship Lutz a perdu 7 membres d'équipage après avoir été touché en essayant de défendre les petites embarcations. Le lendemain, le mauvais temps et la faible visibilité ont entravé les navires américains qui bombardaient l'île. Dans l'ensemble, la méthode américaine consistant à bombarder l'île avant le débarquement a été jugée plutôt inefficace. Les tranchées laissées par l'impact des explosions n'ont guère fait plus que d'offrir aux soldats japonais encore plus d'abri. Bien que les bombardements aient aidé à détruire plusieurs des bunkers souterrains et des grottes, ce qui a été considéré comme une petite victoire pour les États-Unis. Au 19 février, la force défensive du Japon comptait entre 20 et 1 000 et 23 000 hommes, tandis que la bataille impliquait environ 60 000 Marines américains et plusieurs milliers de Seabees de la marine américaine. La première vague de Marines américains a approché les côtes d'Iwo Jima vers 8h30 du matin, le 19 février 1945. À ce moment-là, le temps s'était éclairci, permettant aux Américains de bien voir la côte. À 8h59 du matin, les Marines sont débarqués sur les plages de la côte sud-est de l'île après une traversée en bateau courte mais tendue. Jim Norton se souvient. Personne ne parlait, ignorant ce que Dieu nous réservait. Chacune des 5 vagues de Marines était également accompagnée de 69 Landing Vehicle Tracked Amtracs blindés. Au début, tout semblait assez simple pour les Marines, même si c'était peut-être un peu trop simple. On avait promis aux Marines une progression facile vers l'intérieur et l'absence de résistance soviétique immédiate des Japonais laissait croire que les bombardements précédents avaient neutralisé les forces ennemies. Mais très vite, la cendre volcanique meuble qui recouvrait l'île s'est révélée problématique, les soldats s'enfonçant d'environ 30 cm dans la substance, tandis que des terrasses, abruptes pouvant atteindre 4,50 m de haut, arrêtaient la grande majorité des Amtrak, incapables de gravir de telles pentes. Le sable noir et meuble s'est également avéré problématique pour les véhicules lance-roquettes, provoquant finalement des embouteillages car les Marines n'arrivaient pas à dégager la zone avant que la vague suivante ne débarque des embarcations. Les véhicules sont tombés en panne et les troupes ont tenté d'avancer. Les rivages de l'île étaient bien désormais jonchés de véhicules et d'équipements abandonnés que les Marines avaient laissés derrière eux pour s'alléger au milieu des cendres. Une fois que les plages furent encombrées d'Amtrak et de soldats, Kuribayashi tira des fusées éclairantes pour signaler à ses hommes qu'il était temps d'ouvrir le feu. Vers 10 heures, des tirs de mitrailleuses et d'artillerie lourde s'abattirent sur les rivages d'Iwo-Jima. La cendre meuble rendait impossible la construction de tranchées bédoues pour protéger les marines des tirs, et en un peu plus d'une heure, la plage avait été transformée en un véritable cauchemar. Le caporal Charles Johnson se souvenant, je cite, « C'était un spectacle terrible à voir. La plage ressemblait à l'enfer sur terre. » Fin de citation. L'historien Derek Wright a également observé, je cite,
Dans pratiquement chaque trou d'obus, il y avait au moins un marine mort. Fin de citation. La première vague de Marines a finalement réussi à avancer, d'abord de moins d'1 mile, puis de presque 2 grâce aux efforts des Seabee, qui faisaient 10 parties des bataillons de construction navale 30 et 133 et qui ont déblayé des chemins pour que leurs camarades puissent passer. Les tirs japonais suivants provenaient de bunkers, de blockhouse, de cratères et de terriers creusés dans le sol, tandis que des soldats japonais parlant anglais appelaient à l'aide pour attirer le personnel médical de la marine américaine. Les troupes américaines se sont retrouvées isolées les unes des autres, avançant en petits groupes plutôt qu'en une force unie, tandis que les soldats japonais tiraient depuis une zone, disparaissaient, puis réapparaissaient sous une autre zone pour tirer de nouveau. Les navires de soutien de la marine se sont rapprochés du rivage et ont commencé à détruire des positions de tir japonaises à proximité. Mais les soldats des Marines étaient empêchés de progresser par des mines terrestres dissimulées, des blockhaus renforcés et des pièces d'artillerie camouflées. À ces difficultés s'ajoutait la méthode des troupes japonaises qui ouvraient des portes en acier renforcé pour se protéger tout en tirant, puis les refermaient pour éviter les tirs de riposte, ce qui rendait impossible de neutraliser rapidement l'artillerie lourde cachée dans le mont Suribachi. De plus, les tunnels que les Japonais avaient construits sans relâche sous leur île leur étaient très utiles. Bien que les bunkers et les grottes ayant souvent été nettoyés à la grenade par les troupes américaines, les soldats japonais y revenaient tout aussi souvent dès qu'il était sûr de le faire, ce qui faisait que de nombreux marines étaient ayant été pris au dépourvu par la réapparition soudaine de forces ennemies qu'ils pensaient avoir éliminées. De retour sur la plage, les ingénieurs faisaient exploser les épaves de bateaux et de véhicules pour dégager le passage aux vagues suivantes de marines. Et certaines troupes commencèrent à utiliser les Amtrak pour transporter du matériel lourd loin des côtes, ce qui permit l'envoi des chars M4 Sherman. Ces véhicules étaient particulièrement utiles car ils étaient difficiles à neutraliser et obligeaient souvent les soldats ennemis à se mettre à découvert pour les attaquer, les rendant ainsi vulnérables aux tirs adverses. Vers le milieu de l'après-midi, d'autres troupes, y compris les bataillons de réserve de 4 équipes de combat régimentaires ainsi que 2 bataillons de chars, étaient en train d'être préparés pour être envoyés à Iwo Jima afin d'aider les équipes de débarquement. Chacun de ces groupes de réserve amenait avec lui un bataillon d'artillerie. En tout, près de 30 000 soldats additionnels ont été déployés sur l'île cette nuit-là. Le reste de la journée s'est un peu mieux passé pour les soldats américains, bien que le journaliste de Time Life, Robert Sherrod, décrira plus tard cette première nuit comme un cauchemar en enfer. Les obus éclairants, tirés depuis les destroyers américains, ont fini par offrir aux troupes japonaises plus de lumière pour viser leurs ennemis, et les infirmiers ont eu du mal à soigner leurs blessés sans se faire tirer dessus. Un détachement médical a perdu 11 de ses 26 hommes, tandis qu'un autre a perdu 2 médecins et 16 infirmiers. À la fin de la journée, environ 2400 soldats américains avaient péri. Mais malgré ce chiffre, les commandants restaient optimistes car l'attaque initiale avait été plus réussie que les assauts précédents, y compris ceux comme la bataille de Seppan. Les soldats américains se préparaient à une attaque banzai cette nuit-là, mais Kuribayashi les avait interdits, jugeant que cela gaspillerait des ressources. À la place, profitant de l'obscurité, de petits groupes de soldats japonais recueillaient des renseignements en cherchant des points faibles et des brèches qu'ils pourraient exploiter. Pendant la journée, ces soldats attendaient dans leur position défensive que les Marines croisent à leur chemin. Le lendemain matin, les troupes japonaises subirent un barrage d'obus par les navires de la marine durant environ 50 minutes. Ils sont ensuite intervenus après que cela se soit produit. Le 28e régiment, commandé par le colonel Harry Liversedge, a tenté de s'approcher du mont Suribachi. Et, malgré le soutien de l'artillerie et des chasseurs de chars, le groupe n'a avancé que de 600 pieds pendant toute la journée. Plus tard le même jour, la 4e division a atteint l'aérodrome numéro 1 avant de se diriger vers la première ligne de défense majeure des Japonais. Bien qu'ils aient eu pour mission d'avancer, les défenses de Kuribayashi ont finalement été jugées trop difficiles à affronter seules. Le lieutenant-colonel Chandler Johnson du 2e bataillon a rapporté, je cite, « Les défenses ennemies sont bien plus importantes que prévu. Il y avait un blockhouse tous les 3 mètres. » Le soutien était correct, mais n'a pas détruit beaucoup de blockhouse ou de grottes. Les groupes ont dû les prendre un à un, subissant de lourdes pertes. Fin de citation.
À ce même moment, Kuribayashi a donné ses dernières instructions aux défenseurs du mont Suribachi. Citation. Premièrement, il faut défendre Iwo Jima jusqu'au bout. Deuxièmement, il faut détruire les armes et les hommes ennemis. Troisièmement, il faut tuer chaque soldat ennemi à l'aide de fusils et d'attaques à l'épée. Quatrièmement, il faut que chaque balle atteigne sa cible. Cinquièmement, même s'il est le dernier homme, il doit continuer à harceler l'ennemi avec des tactiques de guérilla. Fin de citation. Les ingénieurs de la marine ont sectionné le câble permettant aux soldats sur la montagne de communiquer avec le quartier général. Le 22 février, le 28e régiment a de nouveau tenté de percer les défenses du mont Suribachi. Avec l'aide de bombardements navals et aériens, cette fois, le groupe a réussi à percer jusqu'à presque atteindre le pied de la montagne. Bien que Kurabayashi ait affecté un peu plus de 1800 hommes à la défense de la montagne, soit seulement une petite fraction des troupes sous son commandement, il avait insisté pour la renforcer en ajoutant de nombreux blockhaus et des armes camouflées, ainsi qu'en étendant le système de tunnels souterrains afin que ses soldats puissent se mettre à l'abri dans les chambres soigneusement creusées en dessous. Les Américains ont pratiquement tout utilisé pour tenter d'éliminer ceux qui se trouvaient sur la montagne, du moins en ce qui concerne les armes. Des mortiers, des roquettes et de la dynamite ont tous été utilisés, ainsi que des chars équipés de lance-flammes. Rien n'était interdit. Dans le but de déloger ceux qui s'étaient retranchés dans les grottes et chambres souterraines, ces zones ont été inondées d'eau de mer et d'essence et, à d'autres moments, soumises à l'action des chars équipés de lance-flammes mentionnés précédemment. Le combat s'est poursuivi sur l'eau, les Japonais ripostant en envoyant des avions kamikazes qui ont attaqué les navires de la marine américaine, dont le United States Ship Saratoga et le United States Ship Bismarck C, ce dernier ayant pris feu et explosé en partie, tuant 200 Marinkas. Les États-Unis s'attendaient à un combat particulièrement éprouvant, même s'ils avaient réussi à couper ceux qui étaient en haut de la montagne de ceux qui étaient en bas. Cependant, quand deux petites compagnies de fusiliers ont gravi le sommet de la montagne, elles ont fait face à une faible résistance. De même, le grand groupe de patrouille qui a suivi n'a trouvé que quelques défenseurs, principalement des tireurs d'élite, la grande majorité des troupes japonaises ayant choisi de rester à l'intérieur du réseau de grottes où la plupart d'entre eux ont péri. À 10h20 du matin, le 23 février, le premier lieutenant Harold Schreier du 28e régiment de Marines a gravi le sommet de la montagne et a planté le drapeau américain, bien que ce premier drapeau ait été remplacé plus tard dans la journée par un second plus grand. Ce second lever de drapeau, un moment célèbre de l'histoire, a été immortalisé par Joe Rosenthal qui l'a capturé dans sa photographie du lever de drapeau sur Iwo Jima. Cette image a ensuite remporté le prix Pulitzer de la photographie et l'a-t-il considérée comme la photographie la plus significative et la plus reconnaissable de la guerre. 800 marines sont morts lors de la prise de la montagne, tandis que 1200 soldats japonais ont soit été tués par les troupes américaines, soit, dans le cas de ceux qui étaient grièvement blessés, se sont fait exploser à la grenade lorsque les forces ennemies étaient suffisamment proches. Bien que le lever du drapeau ait remonté le moral de nombreux marines en bas, la bataille devait encore durer plusieurs semaines. À ce moment-là, il ne restait plus que 8000 pieds de terre contrôlés par les Japonais sur l'île d'Iwo Jima. Mais, une fois de plus, les soldats américains ont dû faire face aux préparatifs de guerre de plusieurs mois de l'armée impériale japonaise. Et ils se sont retrouvés face à un énorme mortier à tige de 320 mm capable de lancer des obus de 320 kg, ainsi qu'aux habituels tirs de roquettes, d'artillerie et de mitrailleuses. Les soldats japonais étaient bien entraînés et prêts à rester en position jusqu'à la mort. Et le nord de l'île était encore mieux défendu que le sud, où se trouvait le mont Suribachi. Le général Howland Mad Smith, le commandant supervisant toute l'opération, qui était venu sur l'île et avait vu la violence de ses propres yeux, a rapporté plus tard « Ce fut la bataille la plus sauvage et la plus coûteuse de l'histoire du corps des marines ». Kurabayashi avait encore sous son commandement environ 8 bataillons d'infanterie, ainsi qu'un régiment de chars, 2 bataillons d'artillerie et 3 bataillons de mortiers lourds, ce qui signifiait que la tâche ne serait pas facile pour les Américains à l'avenir. En plus de devoir affronter la puissance de feu de l'ennemi, les troupes japonaises et américaines ont dû faire face au fait que l'abondance de chair humaine en décomposition attirait les mouches. Des nuées de ces insectes devaient être contrôlées à l'aide d'insecticides largués par des avions qui survolaient la zone, afin de minimiser les risques de maladies et d'autres dangers.
La lutte pour le reste de l'île opposa principalement des troupes américaines bien équipées à des soldats japonais bien dissimulés. Les Marines ont eu du mal à déloger les Japonais de leurs grottes et bunkers et un officier de la 4e division de Marines se souvient, je cite, « Nous n'avions pas de méthode efficace pour détruire ou neutraliser les défenseurs dans une zone très restreinte, alors c'est la Green Line qui a dû y aller et les déloger au corps à corps. Il doit bien y avoir une meilleure façon de faire. » À ce stade de la bataille, les États-Unis n'avaient toujours pas sécurisé le 2e aérodrome qui se trouvait au centre de l'île. Dans cette zone, les terriers de lapins, les blockhaus, les armes d'artillerie dissimulées et les mines étaient omniprésents. Le terrain était trop difficile pour les chars, rendant la tâche encore plus dangereuse pour les Marines qui tentaient de s'emparer de l'aérodrome. Le 4 février, des membres du 21e régiment de Marines ont tenté de charger les soldats japonais armés de grenades et de baïonnettes et les Japonais ont riposté de la même manière après quelques échanges de tirs. La nuit suivante, le 2e aérodrome a été sécurisé, bien qu'ils aient en subi de lourdes pertes et vu beaucoup de leurs chars détruits par les mines. Lors de la prise du 2e aérodrome, les soldats américains ont avancé vers la colline 382, qu'ils avaient surnommée sombrement le hachoir à viande, car c'était une zone difficile à attaquer et à sécuriser puisqu'il fallait le faire avec des troupes au sol, l'utilisation de blindés et d'artillerie étant impossible à cause du relief. Finalement, ils ont pris la colline voisine 362 malgré un changement de tactique nécessaire. Les troupes japonaises s'étaient habituées à la façon de faire des Américains, souvent un bombardement intense suivi d'une attaque au sol. En conséquence, ils anticipaient toujours la prochaine manœuvre des Marines et étaient prêts à frapper lorsque les troupes américaines commençaient à avancer, surgissant des grottes et des bunkers pour dévaster leurs ennemis par des tirs nourris. À cause de cela, les Marines ont commencé à attaquer de nuit sans le bombardement préliminaire, ce qui a conduit à ce que de nombreux soldats japonais soient tués dans leur sommeil. Début mars, les troupes américaines étaient épuisées. Cette seule bataille avait duré plus de 10 jours, bien plus longtemps que ce que l'opération était censée prendre, selon leur commandant. Les unités de sous-marins étaient réduites à seulement 30% de leurs effectifs initiaux. Les soldats japonais ne s'en tirèrent guère mieux. Ils avaient perdu beaucoup de chars, d'armes lourdes et environ 2/3 de leurs officiers. De plus, de nombreux soldats étaient devenus quelque peu désespérés à mesure que les provisions s'épuisaient et s'étaient remis à s'attacher des explosifs sur eux-mêmes pour se jeter sous les chars ennemis. Les communications entre les soldats et Kuribayashi se sont finalement rompues également, ce qui a conduit de nombreux soldats à choisir de passer à l'offensive plutôt que de suivre ces tactiques offensives prescrites, même si ces tactiques avaient auparavant très bien fonctionné pour eux. Leurs mesures offensives signifiaient qu'ils se montraient aux troupes américaines et étaient finalement tués. Dans la soirée du 8 mars, le capitaine Somaji Inoue a mené 1000 hommes à travers les lignes américaines, tuant 90 soldats adverses et en blessant plus de 200 autres. Mais des unités de la 4e division de Marines ont riposté, tuant près de 800 hommes, y compris Inoue lui-même. Le lendemain, les troupes américaines ont déterminé que le reste des hommes de Kurabayashi avaient été divisés en deux, ce qui leur a grandement facilité la progression. Pourtant, ils n'ont rien vu qui indique que les Japonais avaient l'intention de se rendre, et ils ont rencontré plusieurs attaques banzai en continuant leur avancée. Kurabayashi était bien conscient de la situation désespérée dans laquelle se trouvaient les Japonais. Il écrivait le 10 mars, je cite, « Bombardement si intense que je ne peux ni l'exprimer ni l'écrire ici ». Le lendemain, il notait également « Force survivante des districts nord, armée et marine, et de 1500 hommes ». Et le 15 mars, il écrivait « Situation très grave ». Force des districts nord, environ 900 hommes. Le 14 mars, les Américains pensèrent que tout était terminé et déclarèrent Iwo Jima occupé. Mais ils ignoraient que les soldats japonais restants étaient retranchés sous terre. 3 jours plus tard, Kurabayashi dit à ses derniers soldats « La situation de combat arrive à son dernier moment. Je veux que les officiers et soldats survivants sortent et attaquent l'ennemi jusqu'au dernier. Vous vous êtes dévoués à l'empereur, ne pensez pas à vous-même. Je suis toujours à votre tête. »
Plus tard dans la journée, l'amiral Nimitz déclara que l'île avait été officiellement sécurisée, mais les troupes américaines continuèrent à éliminer les dernières poches de soldats japonais jusqu'au 26 mars. Ce même jour, 350 soldats japonais sont passés derrière les lignes américaines et ont trouvé un campement où ils ont infligé environ 200 pertes avant d'être eux-mêmes tués en représailles par les Américains. La rumeur disait que Kuribayashi avait mené cette dernière attaque, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Peu après, l'opération détachement a été officiellement déclarée terminée, bien que des soldats japonais aient continué d'être capturés ou tués dans les semaines qui ont suivi. Près de 1083 soldats de l'armée impériale japonaise ont survécu au conflit. La bataille d'Iwo Jima fut véritablement l'un des conflits les plus atroces de la guerre dans son ensemble, et même le public américain fut choqué par la brutalité de ses propres forces. Un groupe de journaux a exigé que l'amiral Nimitz et Spruance soient remplacés. Mais rapidement, la bataille suivante éclata, détournant l'attention de la conduite des États-Unis à Iwo Jima. La bataille d'Okinawa a commencé quelques jours seulement après la fin de la bataille d'Iwo Jima. Durant 82 jours, ce conflit a fait jusqu'à 84 000 victimes parmi les Américains et les Britanniques et 110 000 victimes japonaises. Jusqu'à 150 000 civils sont morts pendant ce combat. Bien que les États-Unis aient remporté la victoire, l'affrontement a coûté très cher aux deux pays. La bibliothèque du département de la Marine a rapporté que, je cite, « l'assaut de 36 jours a entraîné plus de 26 000 pertes, dont 6 800 morts », fin de citation. L'un de ces morts était le premier lieutenant Harry Martin du 5e bataillon des pionniers, qui a dirigé la défense lors de l'assaut final contre les soldats japonais ayant infiltré les lignes ennemies. Martin a reçu à titre posthume la médaille d'honneur. Au total, 27 médailles ont été décernées, un record pour une seule bataille dans l'histoire des Marines. Parlant des troupes américaines, Nimitz déclara, je cite, « Parmi les Américains qui ont servi à Iwo Jima, la bravoure exceptionnelle était une vertu commune. » Fin de citation. Lors d'une conférence de presse, Holland Smith a déclaré « À Iwo Jima, nous avons montré aux Japonais que nous pouvons tout leur prendre, quoi que ce soit. » Voir les Marines traverser l'île m'a rappelé la charge de Pickett à Gettysburg. Fin de citation. En plus des pertes humaines parmi les soldats, les États-Unis ont perdu de nombreux avions, dont 20 chasseurs Grumman FEM, 2 Wildcat, 20 bombardiers torpilleurs Grumman TBM Avenger et 31 chasseurs Grumman F-6F Hellcat, lors de diverses attaques, y compris le naufrage de la United States Ship Bismarck C et d'autres assauts kamikazes. Dans l'ensemble, la bataille d'Iwo Jima est controversée, même de nos jours, et elle a été fortement critiquée par beaucoup, même immédiatement après les faits. En avril 1945, l'ancien chef des opérations navales William Pratt déclara aux médias que, je cite, « le gaspillage de vies humaines pour s'emparer d'une petite île maudite, inutile à l'armée comme base de transit et inutile à la marine comme base de flotte, on se demande si le même type de base aérienne n'aurait pas pu être obtenu en acquérant d'autres localités stratégiques à un coût moindre. » Fin de citation. Pratt n'avait pas complètement tort non plus. Il a été souligné que l'importance stratégique de la capture d'Iwo Jima était censée permettre l'établissement d'un aérodrome qui pourrait servir de site de ravitaillement pour les avions. Cependant, les chasseurs d'escorte à long rayon d'action prévus ont été jugés impraticables et inutiles, car les tactiques de combat avaient évolué, limitant leur utilité. Au final, seulement 10 missions de ce type ont été effectuées depuis l'île. L'île a été utile pour les raids de bombardiers B-29 qui partaient de l'île, mais cela n'a jamais été une raison pour laquelle Iwo Jima devait être prise au départ, et cela s'est avéré être un avantage après la bataille. Le conflit a également été fortement critiqué du fait que les chefs d'état-major interarmés n'ont pas pris en compte l'avis des Marines ni les doutes exprimés par ceux qui ont participé à la planification de l'opération. Leur décision d'aller de l'avant malgré les préoccupations soulevées a laissé un goût amer à beaucoup, car cela suggérait que les chefs d'état-major interarmés avaient fait preuve d'une imprudence particulière et sacrifié la vie de nombreux soldats dans une bataille qui apportait peu de bénéfices à l'ensemble de la guerre. À ce jour, la bataille d'Iwo Jima est considérée comme l'un des pires conflits de la guerre du Pacifique.
Pour ceux qui l'ont vécu, Jack Frazier, un caporal du 2e bataillon des 24e Marines, l'a probablement résumé le mieux. Le 18 mars, plus d'une semaine avant que l'opération détachement ne soit officiellement déclarée terminée, il a écrit, je cite, « Iwo Jima est sécurisé, 27 jours d'enfer ».